On se dirige aujourd'hui directement en Amérique, et plus précisément au Mexique. Marian Gonzaga Rodriguez est née en 2008. Elle est la fille de Cynthia Cortina. Marian a un frère. La famille Gonzaga réside à Cancún, célèbre ville mexicaine connue pour ses plages paradisiaques. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous faire une annonce très importante. Faut savoir que le Petit Mogo est disponible en podcast. Je suis partout, Apple Podcast, Deezer, Spotify, donc n'hésite pas à venir et donner de la force. Tu vois, le matin, avant de partir au taf, tu peux écouter Mogo en mode podcast. Vous avez le lien en description et en commentaire, je vous attends très nombreux la famille. Là-bas, vous aurez du contenu exclusif en mode thread d'horreur et des affaires criminelles. Donc je vous attends tous très nombreux. Maintenant, sans plus attendre, on commence notre histoire. Ici, on connaît assez peu d'éléments sur l'enfance et sur l'adolescence de Marianne. Elle ne semble pas particulièrement faire parler d'elle avant le début des années 2020. La jeune fille se lance sur les réseaux sociaux alors qu'elle est encore une adolescente. Elle ouvre un compte Instagram ainsi qu'un compte TikTok. Marianne y est connue sous le nom de Marianne.rc. Elle est également présentée sous le nom de Marianne N. La jeune fille publie sa première vidéo en avril 2022, à l'âge de 15 ans. Marianne commence à porter des photos d'elle dans des lieux incroyables. Elle se montre elle-même dans des tenues splendides. La jeune fille est belle et elle le sait. Les internautes affluent de plus en plus. Elle se trouve bien vite à la tête d'une communauté de plus de 150 000 abonnés. Son compte TikTok est également suivi avec une grande assiduité. Elle a 365 000 abonnés et plusieurs millions de visionnages sur ses vidéos. En parallèle, Marianne a une deuxième activité professionnelle. Elle est aussi photographe. Marianne a un site internet où on peut faire appel à ses services. La jeune fille travaille en particulier sur des projets de créateurs de contenu. Elle aide également les utilisateurs de réseaux sociaux, à la fois en espagnol et en anglais. Du côté de sa vie privée, Marianne débute une relation avec un jeune homme. Celui-ci se nomme José Saïd Becerril. Contrairement à sa compagne, il ne se confie pas en détail sur les réseaux sociaux. Mais une chose est certaine, leur style de vie semble s'accorder. Marianne commence à partager des photos du couple en juillet 2023. Le couple semble sur la même longueur d'onde. Ils apprécient voyager ensemble et Marianne et José s'affichent sur des plages paradisiaques. Ils filent le parfait amour et semblent très heureux. La relation est suffisamment sérieuse pour envisager de passer une étape. Marianne va tomber enceinte. À ce moment-là, le couple est très heureux de cette nouvelle. Marianne se sent prête à accueillir un enfant malgré son jeune âge. Après tout, elle a environ 16 ans lors de cette découverte. Une baby shower est directement organisée. Le couple y apparaît rayonnant. Ils savaient qu'ils attendaient une petite fille et ils étaient très heureux de partager ce moment avec leurs proches. Marianne partage également des photos d'elle enceinte sur ses réseaux. La jeune fille est heureuse d'être enceinte. La petite Emma vient au monde le 26 juillet 2024. Elle fait la joie de ses parents. Marianne n'hésite pas à partager des photos intimes de la naissance. Cependant, la logistique pour que la famille se réunisse est loin d'être évidente. Car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais José n'habite pas à côté. Il n'habite pas à Cancún, mais à Mexico. C'est la capitale du pays et ils sont à plus de 1500 km de séparation. C'est énorme quand t'es en couple et quand t'envisages d'avoir un enfant. D'ailleurs, petite question ici qui me rend curieux. Qu'est-ce que vous pensez des relations à distance? J'aimerais avoir vos avis. Malgré la distance, le jeune couple fait au mieux pendant plusieurs mois. La petite Emma fait le bonheur de ses parents. Cependant, la venue d'un enfant occasionne également des petits problèmes. La vie et le quotidien évoluent, mais pas forcément dans la direction souhaitée. Les jeunes parents vont s'éloigner progressivement. La séparation est actée alors qu'Emma a environ 2 mois. C'est José qui est à l'initiative de la rupture. La petite demeure sous la garde de sa mère. Cependant, l'ancien couple maintient le lien pour le bien de leur fille. Marianne se concentre alors sur son travail. Son contenu a quelque peu évolué depuis la naissance d'Emma. Présentation de produits, de photos d'elle, la créatrice aime parler de sa nouvelle vie de maman. Le visage d'Emma apparaît chaque mois pour montrer son évolution. Sinon, on la devine auprès de sa mère quand cette dernière partage une photo en extérieur avec une poussette. En octobre 2024, Marianne fait une annonce sur les réseaux sociaux. Elle indique avoir acheté une maison en bord de plage à Cancún. La jeune fille présente les lieux en vidéo. La maison est grande, luxueuse, impressionnante. Elle comprend plusieurs chambres, une piscine, un patio. Marianne s'excuse du désordre dans la cuisine, du fait du déménagement.
Les abonnés sont subjugués. Ils étaient choqués d'une telle maison. Là, c'était clairement un symbole de réussite pour la créatrice de contenu. S'offrir une telle maison, je vais parler très cash, mais il en fallait de l'oseille. Mais si je vous parle de ça, vous vous doutez bien que quelque chose clochait. Et en particulier pour un certain Ricardo Herrera. L'homme d'une quarantaine d'années n'est pas prêt de laisser passer ça. Car cette fameuse maison qu'elle a montrée à tout le monde, qui est magnifique, c'est la sienne. C'est son ex-conjointe qui lui a fait part de l'information. Ricardo s'empare de ses réseaux sociaux le 10 octobre afin d'exposer les mensonges de la jeune femme. L'homme est coach en guérison et il a une importante communauté également. Il est suivi par plus de 2 millions de personnes. Il sait que son message va faire le tour des réseaux sociaux. Ricardo révèle que la maison est sa propriété depuis 2020. Il semble que c'est un bien locatif. On suppose que Marianne est locataire, mais il semblerait que non. La jeune fille aurait trompé l'agence immobilière. Elle donne le prétexte que son beau-père ou sa mère souhaite acheter le bien. Marianne demande l'autorisation de réaliser une vidéo. Elle assure vouloir l'envoyer au potentiel futur acquéreur. Le coach envisage de poursuivre la créatrice de contenu en justice pour ses mensonges. Ricardo exprime sa colère face à une telle vidéo. D'autant plus qu'il n'a pas donné son accord pour une visite en vidéo. Marianne a également indiqué qu'elle envisageait des travaux dans la maison, ce qu'elle ne peut évidemment pas entreprendre. Ricardo va attendre des excuses en public de sa part. La réponse de la jeune fille ne tarde pas à se faire attendre. Elle assure qu'elle souhaite seulement réaliser du contenu pour ses réseaux. Elle présente ses excuses à Ricardo en privé. Cependant, les excuses en public ne viennent pas. Marianne trouve des prétextes quant à la réalisation de sa vidéo. La jeune fille va plus loin. Elle accuse le propriétaire de la maison d'être misogyne. Elle prétend également qu'il existe des plaintes de violence à son encontre. Petite pause ici, mais je trouve ça assez culotté de la part de Marianne de prendre la situation à son avantage. Elle va complètement tout changer en son sens. Et si tu t'es fait griller, tu t'excuses et tu passes à autre chose. Elle, pas du tout. Elle va essayer de prendre le monopole et d'avoir une version beaucoup plus à son avantage. C'est assez triste de voir ça parce qu'on voit à quel point l'humain est capable de tout changer et de mentir. Je vous promets, il y a certaines personnes sur cette terre qui sont capables de faire les pires choses. Il y a des gens vraiment sombres et qui sait jusqu'où elle va aller. Marianne revient sur le sujet un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Finalement, elle et ses proches ont renoncé à la vente. Elle indique pour des raisons que le propriétaire actuel fait l'objet de poursuites judiciaires. Outre les accusations de violence, il aurait également commis des abus sur des femmes et également fait partie de sectes. Malgré tout ça, l'image de Marianne prend un coup. Elle qui apparaissait comme une femme parfaite, elle est capable de mentir pour la popularité. Le 5 février 2025, Marianne souhaite rendre visite à son ex-conjoint. Elle a tout organisé pour se rendre à Mexico. Et ce n'était pas vraiment pour une visite de courtoisie ou pour remettre Emma à son père. Marianne a eu vent il y a peu que son ex s'est remis en couple avec une certaine Valentina Gilabert. Valentina n'est pas une inconnue pour Marianne. Les deux jeunes femmes auraient apparemment été amies. Le fait de savoir qu'elle a été remplacée dans le cœur de José la dérange. La jeune fille voyage pour la énième fois vers la capitale mexicaine. Et petite parenthèse ici, j'ai pas compris exactement comment Marianne est tombée sur son ex. Je vais tenter de vous le raconter comme je l'ai compris. Arrivée sur place, Marianne tente de retrouver José. Elle se présente alors à son adresse, située dans un district de Mexico, à Álvaro Obregón. Alors qu'elle se dirige vers le domicile en question, Marianne repère José un peu plus loin. Celui-ci ne la remarque pas, et d'ailleurs, il n'était pas seul. Il se trouve en présence de Valentina. Ici, je vais vous présenter brièvement notre nouvelle protagoniste. Valentina est une jeune femme de 18 ans. Elle est née en 2007. Elle est la fille d'Ernesto et elle a une sœur du nom de Chloé. La jeune femme réside à Mexico. Valentina est présente sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Elle exerce en tant que modèle et influenceuse. La jeune femme partage des clichés de ses défilés de mode sur Instagram notamment. Il lui arrive de voyager dans le cadre de sa première profession. Elle est suivie par à peu près 34 000 abonnés. La jeune femme possède également un compte TikTok. C'est l'occasion pour elle de se présenter autrement qu'au travers de ses photos en tant que mannequin. Elle présente son quotidien, partage des contenus inspirants à ses 227 000 abonnés. Elle partage aussi des détails au sujet de sa vie privée. Dans une vidéo, la jeune femme parle de sa grand-mère. Valentina est la petite fille d'une actrice de telenovela, Iliana de la Garza. Cette dernière a un visage connu des téléspectateurs depuis 1999.
Iliana va décéder d'un arrêt respiratoire le 13 janvier 2025 à l'âge de 74 ans. Marianne est furieuse face à cette vision. Comment ça, son ex-compagnon est en présence d'une femme? La jeune fille se dit de suite que José l'a remplacée. Cela ne lui convient pas. Marianne décide de suivre discrètement les deux jeunes gens. José et Valentina entrent dans le complexe d'appartements Residencial Park Pedregal. Marianne parvient à découvrir dans quel appartement ils vont. José ne reste pas longtemps. Il quitte l'habitation afin de réaliser quelques courses dans un commerce de proximité. Marianne en profite pour aller taper à la porte de l'appartement. Elle souhaite confronter Valentina. Mais Valentina n'est pas seule dans l'appartement. Elle se trouve en présence d'une amie du nom de Einzan. Marianne n'est pas intimidée pour autant. Elle commence au départ à s'en prendre verbalement à Valentina. Le modèle ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne compte pas se laisser injurier sans riposter. La colère de Marianne va monter de plus en plus. Elle se trouve alors avec un couteau dans les mains, soit trouvée sur place, soit transportée avec elle. Elle poignarde Valentina sous l'œil de son amie. Marianne va s'acharner sur sa victime. Valentina est atteinte sur plusieurs parties de son corps. C'était une véritable scène d'horreur. Enzan, son ami, tente de s'interposer, mais Marianne la tient à distance. Si elle tente quoi que ce soit, elle va s'en prendre à elle aussi. Enzan est terrorisée à l'idée de subir le même sort que son ami. Elle reste paralysée alors que Valentina prend des coups de couteau. Marianne continue de frapper sa rivale alors qu'elle se trouve au sol. Ce n'est que lorsqu'elle se rend compte que Valentina ne bouge plus qu'elle cesse de lui porter des coups. La jeune fille vient de réaliser qu'elle a tué sa victime. Suite à son acte, Marianne tente de joindre sa mère par téléphone. Elle lui raconte directement ce qu'elle vient de faire. Marianne ne va pas rester sur place. Elle décide de prendre la fuite quand elle pense que sa victime est morte. Entre-temps, José est de retour à l'appartement. Il découvre Valentina inconsciente, le corps ensanglanté sur le sol. Il comprend qu'un drame est survenu en son absence. Enzan va tout lui raconter et il prévient directement les autorités. Assez rapidement après l'attaque, Marianne est retrouvée. La jeune fille est interpellée à la mairie de la ville. 2 jours après les faits, le bureau du procureur général de Mexico s'exprime par le biais d'un communiqué. Marianne est inculpée pour des faits de coups et blessures qualifiées. Valentina est conduite de toute urgence à l'hôpital. La jeune femme est dans un état critique. Elle a reçu une dizaine de coups de couteau. Valentina est blessée à la poitrine, au dos, au cou, à la main gauche, à la tête, au visage et à la jambe. Elle a tenté de se protéger à l'aide de sa main gauche, mais cette dernière à elle seule atteinte à 5 reprises. Valentina est placée dans le coma afin de pouvoir recevoir les soins appropriés. José va rendre visite à Valentina au cours de son hospitalisation. Il aurait même fait don de son sang pour aider la jeune femme dans sa guérison. À aucun moment il n'est inquiété par les autorités. L'affaire fait énormément de bruit dans les médias mexicains. Des influenceurs de TikTok réalisent des vidéos sur le sujet. Le jeune âge de l'agresseuse trouble notamment les internautes. Comme dans d'autres affaires criminelles, le nombre d'abonnés explose suite à l'ébruitement des faits. Sans le savoir, Marianne passe de 150 000 abonnés sur Instagram à 195 000. Sur TikTok, elle passe de 365 000 abonnés à plus de 460 000. Certains internautes souhaitent comprendre comment la jeune fille a pu envisager d'en tuer une autre. Le 11 février 2025, Marianne est présentée au tribunal de Mexico. L'audience face au juge va durer 5 heures. Le juge ordonne un internement préventif pour une durée de 2 mois. Marianne est envoyée à la CEMA, qui est le centre spécialisé pour les adolescentes de Mexico. C'est le temps qu'une enquête complémentaire soit menée. La défense de Marianne tente d'obtenir la libération de sa cliente, le temps de l'ouverture d'un procès, mais c'était sans succès. Marianne peut faire la demande pour que sa fille Emma la rejoigne le temps de sa détention. On ne sait pas ici si la procédure est lancée. Ernesto, le père de Valentina, donne des nouvelles de la jeune femme. Valentina s'est beaucoup améliorée depuis l'attaque. Elle vit maintenant chez lui. Cependant, le chemin est encore long et les blessures sont très profondes. Valentina doit suivre des thérapies ainsi que de la rééducation pendant encore de nombreux mois. Sa main notamment nécessite des soins particuliers. Le 18 mars 2025, Valentina témoigne à l'émission Despertar de Enmas. C'était la première fois qu'elle s'exprimait au sujet de l'agression qu'elle avait subie. La jeune femme de 18 ans parle de ce sentiment de peur occupant désormais son esprit. Elle sait que la minorité de son agresseuse pourrait lui permettre de recouvrir la liberté après seulement 5 ans d'incarcération.
En effet, si Marianne était adulte, elle aurait risqué une peine allant de 14 ans à 46 ans de prison. Valentina n'est pas d'accord avec cette décision. Elle souhaiterait que les choses changent. Elle désire qu'une sensibilisation soit réalisée concernant la santé mentale des jeunes. Valentina veut également que les personnes mineures reçoivent des peines en adéquation avec leurs actes. Elle sait qu'une réforme de la loi est un long processus. Pourtant, la jeune femme est prête à s'engager dans cette voie. Valentina revient sur la journée qui aurait pu lui être fatale. Elle se trouvait dans l'appartement d'Einzan en présence de deux autres amis, Akram et José. Akram et José auraient quitté les lieux quelques minutes sans que l'on connaisse la raison. Einzan et Valentina se retrouvent seuls, mais cette dernière doit également partir. C'est au moment d'ouvrir la porte que Valentina est tombée sur Marianne. La visiteuse inattendue, armée d'un couteau, ne tarde pas à mettre son plan à exécution. Elle revient également sur le rôle d'Einzan au cours de l'attaque. Valentina déclare que son amie n'a jamais tenté quoi que ce soit. La jeune femme est restée en retrait. Il semblerait que les relations entre elles soient désormais rompues. Comble de cette histoire, Valentina a avoué qu'elle ne sortait pas avec José. La plupart des articles présentant l'affaire la qualifient pourtant de petite amie. En réalité, les deux personnes ne se connaissent pas vraiment. Ils avaient seulement des amis en commun. Ils s'étaient rencontrés seulement 2 semaines avant l'attaque, selon certaines sources. Valentina et José s'étaient retrouvés à vivre dans une sorte de colocation suite à leur relation commune. Donc si j'ai bien compris, ils vivaient ensemble mais avec d'autres amis. M'en voulez pas si j'ai pas été très clair sur le sujet, mais je vous avoue que cette histoire a été très compliquée à comprendre. Parfois pour écrire certaines histoires, je vous promets que c'est très compliqué. Surtout, et vous me connaissez, quand je recherche des histoires très insolites qui viennent de pays qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Bref, pour ce qui est de sa santé, elle se veut rassurante. Valentina se sent mieux. Elle a subi plusieurs chirurgies réparatrices. La jeune femme est sur le chemin de la guérison. Une chose est certaine, elle va de l'avant. Cette histoire, comme je vous l'ai déjà dit en introduction, est plutôt complexe. Outre les relations entre les protagonistes, il y a la question judiciaire qui n'est pas évidente à saisir. Marianne n'aurait pas été la seule personne mise en état d'arrestation. Je ne sais pas si vous vous souvenez du dénommé Akram. Le jeune homme aussi aurait fait l'objet de poursuites. Il a été écopé des mêmes chefs d'inculpation que Marianne. Mais contrairement à cette dernière, il risque gros, étant majeur. Et concernant Einzan, cette dernière est même présentée comme une complice de Marianne dans son acte. Elle aurait été arrêtée le 6 mars 2025 dans le cadre de l'enquête. Cependant, j'ai trouvé cette information que sur un seul site internet. Donc je trouve qu'elle est à prendre avec des pincettes. L'avocat de Marianne s'exprime dans la presse le 11 avril. Selon lui, sa cliente cherche à obtenir le pardon de Valentina. Il souhaite qu'une entrevue puisse avoir lieu au bureau du procureur. La défense de Marianne désire mettre en place un accord après discussion avec Valentina. L'agresseuse est préoccupée par l'état de santé de cette dernière. Elle est également triste car elle n'a pas eu la possibilité de voir sa fille depuis le début de son incarcération. Marianne semble à ce jour toujours incarcérée. Si la première peine qu'elle a reçue s'applique, elle devrait bientôt retourner à la vie civile. José, l'ex-compagnon de Marianne, ne s'est jamais exprimé sur le sujet dans les médias. Il a désactivé ses réseaux sociaux et a décidé de vivre de son côté. Certainement pour préserver la fille qu'il a eue avec Marianne, la petite Emma. Valentina, de son côté, vit désormais son existence éloignée des réseaux sociaux. Celle qui a vu la mort de près a désormais la vie devant elle. Tristine Bailey est une jeune fille âgée de 13 ans qui vit à Durbin Crossing, dans le nord-ouest de St. John's, avec sa famille. Elle grandit avec ses parents Stacy et Forrest, avec ses 3 sœurs Britney, Alexis et Sophia, et aussi son frère Tegan. C'est une famille très unie, et Tristine a la chance d'être entourée de parents aimants et de proches qui l'aiment. Elle étudie à la Patriot Osk Academy, où elle y est également pom-pom girl. Tristine est une jeune fille qui vit avec son époque. Elle aime beaucoup passer du temps sur TikTok et avec ses amis. D'ailleurs, de nos jours, TikTok, c'est l'application où on voit tout le monde passer énormément de temps dessus. Au travail, TikTok, tu regardes des vidéos. Aux toilettes, TikTok. Avant de dormir, TikTok. TikTok fait partie intégrante de la vie de tout le monde maintenant. C'est là que je me dis que c'est dingue à quel point les réseaux prennent énormément d'ampleur. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Tristine a confiance en elle et tout le monde dit qu'elle est rayonnante. C'est le genre de jeune fille qui ne se soucie pas du regard des gens. Elle a bien trop confiance en elle pour ça. La jeune fille, voulant se rapprocher de sa grande sœur Alexis, décide de passer l'été 2020 chez elle suite à l'épidémie du Covid.
Les deux filles profitent de ces vacances pour se rapprocher encore plus. Mais ça permet à Tristine de grandir et aussi de gagner en maturité. Sa sœur Alexis est bien décidée à ne pas traiter Tristine comme une enfant. Elle aussi, elle doit participer à l'entretien de la maison. Et même si elle n'a toujours pas compris comment se servir d'un aspirateur, elle va aider volontiers sa grande sœur. Elle s'investit aussi en prenant soin d'un chaton blessé qu'elle a trouvé dans la rue. C'est là qu'on voit à quel point elle avait un grand cœur, cette Tristine. Elle était certes jeune, mais beaucoup de maturité pour son âge. Durant cet été, Alexis voit sa petite sœur changer et elle est très fière d'elle. Tristine commence doucement à devenir une jeune femme et elle est de plus en plus responsable. Ce changement est aussi remarqué par son frère, Tigan. Il est étonné de l'investissement de Tristine pour son activité de pom-pom girl. En effet, elle est inscrite à 3 clubs de cheerleading différents. Elle peut passer des heures à s'entraîner pour maîtriser une nouvelle figure. C'est le cas par exemple pour le backtruck. Il s'agit d'un salto arrière où l'on doit poser les mains au sol. La jeune fille est obsédée par cette figure. Elle en parle à toute sa famille et s'entraîne pendant des heures. Et ce jusqu'à ce qu'elle finisse par la maîtriser. Ça montrait très bien le caractère et la détermination de Tristine. Mais malgré les apparences, vers la fin de l'année scolaire 2021, Tristine commence à changer. Elle semble de plus en plus indifférente et elle s'isole souvent dans sa chambre. Mais sa famille ne s'en inquiète pas vraiment. Elle ne semble pas contrariée par quoi que ce soit. Tristine ne semble pas être une adolescente à problème. Elle ne fait pas de crise d'adolescence comme certains de ses amis. Elle n'avait même jamais parlé de s'enfuir ou de se faire du mal. Mais elle avait certes le sentiment qu'elle n'avait rien fait de bien. La famille de la jeune femme ne dramatise pas la situation, mais ils font tout de même attention à ce que la jeune femme évolue dans le meilleur environnement possible. Ils la soutiennent dans tous ses projets et font le maximum pour passer du temps avec elle en famille. Comme par exemple cette journée du 8 mai, la veille de la fête des mères. Tristine et toute sa famille sortent dîner au restaurant pour l'événement. La maman est ravie de pouvoir profiter d'un beau moment en famille. Stacy, la mère de Tristine, ne savait pas qu'à ce moment-là, elle ne reverrait jamais sa fille. Le lendemain, vers 9h40, les frères et sœurs de Tristine vont la réveiller pour préparer le petit déjeuner. Mais il y a un problème, elle n'est pas dans sa chambre. La panique s'empare alors de la famille. Ils se mettent immédiatement à fouiller la maison et ses alentours. Mais la jeune fille reste introuvable. Alors à 10h, la mère de famille appelle le 911. Elle leur fait part de la disparition de sa fille et décrit de suite Tristine aux autorités. Tristine aurait été vue pour la dernière fois la veille vers minuit dans sa chambre par ses frères et sœurs. La jeune fille n'a jamais fugué auparavant et n'avait aucun problème. Le téléphone de Tristine n'est pas dans sa chambre et quand sa mère essaie de la joindre, elle tombe directement en messagerie. Il reste alors un espoir à la famille. Le téléphone de la jeune fille est géolocalisé grâce à plusieurs applications. Mais malheureusement, la géolocalisation a été désactivée. Les enquêteurs se mettent alors immédiatement au travail. Une enquête est ouverte et une alerte pour enfants disparus est lancée. Les recherches commencent alors pour retrouver Tristine. Les amis et les voisins de la famille viennent prêter main forte aux policiers. Ils fouillent l'école, le centre de loisirs, les parcs des environs. Mais la jeune fille est nulle part. Personne n'arrive à la retrouver. L'adjoint du shérif, Kurt Hannon, fait une demande pour retracer le portable de Tristine afin de réduire la zone de recherche. Parallèlement, les enquêteurs continuent d'interroger les dernières personnes à avoir été en contact avec Tristine. Ils commencent par son ami qui se nomme Tree. Tree ou Tree en anglais, avec mon accent éclaté, était allé chez lui vers 12h30 et qu'elle s'était faufilée par le côté de la maison pour éviter les caméras de surveillance installées par le père de Tree. Apparemment, son ami connaissait l'emplacement des caméras et pour ne pas se faire surprendre par son père, il était habituel pour ses amis de contourner la maison pour entrer. Un autre de ses amis, Hayden Fucci, également élève de 7e année à la Patriot House Academy, était là aussi ce jour-là. Tree raconte qu'ils ont passé la journée ensemble et qu'Hayden et Tristine seraient repartis ensemble vers 1h du matin. Il donne également un élément important aux policiers, la tenue dans laquelle Tristine aurait disparu. Elle portait un t-shirt noir et gris avec le mot Pink sur le devant et un pantalon de survêtement noir. Étant la dernière personne à avoir vu Tristine, Hayden est réinterrogé par un détective. La mère de ce dernier doit d'ailleurs donner son accord pour cela. Avec la permission de sa mère, il montre au détective où lui et Tristine sont allés après avoir quitté la maison de Tree. Il explique qu'ils ont marché jusqu'à North Durbin Parkway et plusieurs témoins peuvent confirmer avoir vu Tristine vers 1h15 du matin cette nuit-là. Des caméras de surveillance ont également repéré les adolescents passant devant l'entrée principale à 1h24 du matin.
Les deux jeunes ont de nouveau été repérés sur une vidéo de surveillance, cette fois près de Saddlestone Drive, marchant en direction d'un étang à 1h45. Hayden déclare alors aux policiers qu'il a laissé Tristine près de chez elle pour rentrer chez lui, et il affirme être rentré directement après, entre 3h et 3h30. Seulement la maison de Tree est à 2 km de la maison de Tristine. Et à pied, ce chemin ne prend pas plus de 30 minutes, alors qu'Hayden est rentré 2 heures plus tard. Mis face à ces contradictions par les enquêteurs, Hayden va changer de version. Il raconte que lors de cette balade nocturne dans le parc, il en serait venu aux mains avec Tristine. Une dispute aurait éclaté entre les deux adolescents pour un motif quelconque, et Tristine se serait montrée violente envers lui, et il aurait été forcé de se défendre. Il aurait repoussé la jeune fille qui se serait cogné la tête par accident en retombant. Dans la panique, il se serait enfui sans même prendre le temps de voir si la jeune fille s'était relevée ou non. Pour justifier son comportement, il explique avoir fumé de la marijuana plus tôt dans la soirée. Il explique qu'après s'être calmé, il a marché pendant un long moment avant de rentrer chez lui. Si c'était vraiment un accident, pourquoi il n'en a pas parlé à ses parents en rentrant ? C'est la question que je me pose ici. Et surtout, pourquoi il n'est pas retourné vérifier si Tristine allait bien après sa chute ? Tout ça semblait très bizarre, mais découvrons la suite. Ses aveux ne s'arrêtent pas là. Il veut aider les enquêteurs à retrouver Tristine. Hayden va alors faire une annonce fracassante aux enquêteurs. Tristine serait en contact avec un trafiquant de drogue via Snapchat, et ce dernier aurait sûrement des informations sur la disparition de la jeune fille. Il indique aux enquêteurs de continuer les recherches près du parc, un endroit connu pour la consommation de drogue chez les adolescents. Dans le flou, face à ces nouveaux éléments, les policiers décident de placer Hayden sous surveillance. Ils lui lisent alors ses droits et sa mère fait appel à un avocat. À ce stade, il est 15h et Tristine a disparu depuis plus de 12 heures. Pour continuer les recherches, les enquêteurs se rendent chez deux amis de Tristine, Samantha et Lisa. Malheureusement, personne n'est présent, mais ils arrivent à joindre leur père, Jerry, par téléphone. C'est comme ça qu'ils apprennent que Lina avait contacté Tree plus tôt dans la journée. Tree avait alors informé que Tristine était partie au milieu de la nuit avec Carlo, 22 ans. Ce dernier n'est autre que le trafiquant évoqué par Hayden. Ces éléments sont plus qu'inquiétants. Alors que ses parents la pensaient endormie dans la chambre, Tristine, 13 ans, était dehors avec un homme de 22 ans. Malgré toutes les indications de ses amis, Carlo reste introuvable et il est impossible pour les policiers de l'identifier. Enfin, vers 15h30, les résultats de la géolocalisation du téléphone de Tristine tombent. Son téléphone se trouve quelque part au centre d'une zone boisée, au sud de la Loop Nursery. Malheureusement, les bornages sont tous anciens et le téléphone n'envoyait plus de signaux. Une demande est alors faite pour avoir accès à tous les appels et tous les SMS des 30 derniers jours. Vers 16h30, la police reçoit une capture d'écran Snapchat d'Hayden sur la banquette arrière d'une voiture de police. Il y a la légende suivante. « Hey les gars, quelqu'un a-t-il vu Tristine récemment ?» Le message Snapchat a été relayé par au moins 2 personnes et ses amis avaient commencé à lui répondre. « What the fuck Hayden ? Tu étais avec elle Hayden, tu sais ce qui lui est arrivé, non ?» En effet, les policiers ayant arrêté Hayden avaient oublié de lui saisir son portable et semble-t-il de le menotter. Suite à cette information, le téléphone du jeune homme sera immédiatement confisqué. Et vers 17h, ils ont finalement pu avoir accès aux enregistrements téléphoniques de Tristine. Son dernier appel date du 7 mai vers 21h. Il n'y a aucun appel ni SMS pour le 8 mai. Rien d'étonnant quand on sait que les jeunes d'aujourd'hui préfèrent s'envoyer des messages sur d'autres applications, comme Snapchat par exemple ou Instagram. Enfin bref, les recherches s'intensifient. Les policiers ont bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une fugue. Même si on peut se poser des questions concernant les fréquentations de la jeune femme, rien ne l'aurait poussé à s'enfuir de cette manière. Toute la communauté et les forces de police sont sollicitées. Après des heures angoissantes de recherche, c'est finalement un voisin qui va la retrouver. Après avoir effectué quelques courses, Daniel Hart, un voisin, a décidé de mener ses propres recherches pour rejoindre cet élan de solidarité générale. Là, dans la fameuse zone boisée, se trouve le corps de Tristine Bailey. Elle était allongée sur le côté droit. Ses cheveux normalement blonds étaient emmêlés et étonnamment roux. Ses cheveux n'ont pas été teints, mais ils étaient recouverts de sang. Son corps est couvert de nombreuses blessures sur ses mains, ses bras, son cou et également dans son dos. Son téléphone portable est retrouvé à proximité, avec une bague dorée et un billet de 20 $. Un des enquêteurs sur la scène du crime déclare avoir trouvé une empreinte de chaussure. Tout élément ou preuve que pouvaient trouver les enquêteurs était très important. Chaque détail comptait pour la suite des événements. Mais pour le moment,
les enquêteurs ont une annonce à faire à la famille de Tristine. Une annonce des plus horribles et personne n'aurait aimé être à leur place. Donc ils vont annoncer la mort de Tristine à la famille. Ils sont évidemment inconsolables. Le jour de la fête des mères, leur fille a disparu et a été retrouvée assassinée. Dans certains cas, ça prend des jours ou des mois avant que l'on retrouve la victime. Parfois, elle n'est même jamais retrouvée. Ici, elle est retrouvée dans la journée, mais cela n'enlève en rien la douleur des proches. Suite à la découverte du corps de Tristine, à 18h40, le détective Thompson est retourné au domicile d'Aiden Fucci. Mais malheureusement, personne n'était présent. En attendant leur retour, la maison est sécurisée. Les policiers doivent encore attendre le mandat de perquisition. Et c'est finalement vers 20h qu'ils l'obtiennent. Alors qu'ils cherchaient des armes, un policier trouve un couteau pliant à manche bleue chez Aiden. Il ne remarque rien de suspect et le rend alors à son père Jason. À ce moment précis, ce policier vient de faire une grossière erreur, car ce couteau disparaîtra par la suite. Le père d'Aiden déclara avoir placé le couteau sur son pare-choc avant de partir et dira l'avoir perdu en route. Il ne sera plus jamais retrouvé. Plus tard ce soir-là, avec tous les nouveaux éléments de l'enquête, les parents d'Aiden et lui-même sont placés en salle d'interrogatoire. Ses parents lui conseillent de ne rien dévoiler qui pourrait l'incriminer. Ils lui disent de ne pas parler en attendant leur avocat. Ils lui expliquent alors que tout sera filmé pendant cet interrogatoire. Avant l'arrivée des enquêteurs, Jason, le père d'Aiden, lui demande s'il avait des blessures ou des égratignures, et aussi s'il avait déjà dit des choses aux enquêteurs. Aiden lui répond que non, qu'il avait simplement parlé d'un trafiquant de drogue avec qui parlait Tristine. Les parents de ce dernier enchaînent alors les questions, comme s'ils voulaient couvrir leur fils. Sa mère lui demande pourquoi il était mouillé en rentrant à la maison ce soir-là. Il lui répondit dans un murmure, du sang. Petite parenthèse ici parce que je suis très curieux. Imaginez que vous avez un enfant de 14 ans si ce n'est pas le cas. Et imaginez que celui-ci commet un meurtre. Déjà, quelle serait votre réaction en le découvrant? Et aussi, est-ce que tu protégerais ta fille ou ton fils en essayant de le couvrir? C'est une question très intéressante ici, je trouve, parce que quand on regarde les parents d'Aiden, eux, ils vont le protéger. Et je pense qu'ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que c'est lui le meurtrier, et qu'il a quelque chose à se reprocher, c'était sûr. J'attends vos réponses en commentaire, j'avoue que ça me rend curieux. Bref, vers 21h, le détective Thompson entre dans la salle d'interrogatoire. Mais ça ne sera pas concluant, Aiden n'en dévoilera pas plus. Il demande alors le consentement de Jason et Crystal pour faire un prélèvement ADN, des photos et des prélèvements sous les ongles d'Aiden. Crystal préfère attendre l'arrivée de leur avocat qui n'est toujours pas là. Ce soir-là, les parents d'Aiden peuvent rentrer chez eux, mais le jeune homme, quant à lui, est placé en garde à vue. Le lendemain, la perquisition de la maison des Fucci révèle plusieurs éléments troublants. Tout d'abord, les vêtements et les chaussures d'Aiden sont couverts de traces de sang. Bien que sa mère ait essayé de laver le sang du jean, des traces sont restées et ont été identifiées comme appartenant à Tristine. Ensuite, il y avait un cahier rempli de dessins à caractère violent. Parmi les dessins d'Aiden se trouvait une illustration satanique et des pentagrammes. Un autre dessin montrait une femme nue, avec des X rouges sur la poitrine et les parties intimes. Et ces traits rouges semblaient être du sang. Heureusement, le rapport d'autopsie de Tristine arrive très vite, et il n'y a aucune indication d'agression sexuelle. Mais ce qui interpella les policiers, c'est qu'il y a le mot karma écrit à l'encre bleue à l'intérieur de sa cheville droite. Quoi? Karma? Donc ce serait peut-être une vengeance? T'imagines à 13 ans, tu t'embrouilles avec un élève et lui pour te le rendre il va tout simplement te tuer. Cette histoire c'est de la pure folie. Tristine avait subi plusieurs coups de couteau et le mot plusieurs est faible. Elle a été poignardée 114 fois pour être exact. Au moins 35 des blessures étaient au-dessus de la tête et du cou. Et bon nombre de ces blessures étaient de nature défensive, ce qui veut dire qu'elle n'est pas morte sur le coup, et qu'elle a lutté pour se défendre. Il faut imaginer le temps qu'il faut pour affliger 114 coups de couteau à quelqu'un. C'est un acte odieux qui est forcément réfléchi. Mais ce qui est le plus important dans ce rapport, c'est que l'ADN d'Aiden ait été retrouvé sur son corps. Maintenant, il n'y a plus de doute sur la culpabilité du jeune homme. Il reste aux enquêteurs à prouver si son acte était prémédité ou non. Même si avec le nombre de fois où il l'a poignardé, ils avaient déjà leur idée. Le médecin légiste a trouvé la pointe d'un couteau cassé dans son corps. Le couteau lui-même a été retrouvé dans un étang, près de l'endroit où le corps de Tristine avait été retrouvé. Plus tard, la petite amie d'Aiden, qui restera anonyme, déclara à la police qu'il parlait souvent de tuer des gens. Apparemment, Aiden parlait souvent de ça à ses amis, mais personne ne le prenait au sérieux. Pour eux, c'était des petites blagues entre potes, ça pouvait pas être sérieux ce qu'il disait.
Beaucoup le trouvaient bizarre, certes, mais ce n'était pas un délinquant. Il avait même un casier judiciaire vierge. Mais personne n'a semblé bon de le dénoncer avant. On apprend ensuite qu'Aiden portait toujours un couteau quand il n'était pas à l'école. Il avait 2 couteaux fétiches qu'il a nommés Piker et Poker. Piker avait été laissé chez sa petite amie, tandis que Poker, un couteau pliant, se trouvait être le couteau trouvé dans les temps. Sa petite amie rapporte que dans le mois précédant la mort de Tristine, Aiden avait longuement parlé d'un futur meurtre. Il disait qu'il trouverait une personne au hasard, marchant la nuit, la traînerait dans les bois et la poignarderait. Et sachant tout ça, elle n'en avait parlé à personne. On ne sait pas vraiment si elle ne le croyait pas ou si elle avait peur de lui. Mais on peut se dire que comme souvent, cet horrible meurtre aurait pu être évité si sa petite amie en avait parlé avant. Mais ici entre nous, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Parce que moi demain, j'ai un ami qui me dit je vais tuer quelqu'un, je vais l'emmener dans l'étang, je vais la noyer. Je vais jamais le croire. Je vais lui dire mais calme-toi, va prendre une douche froide, t'es complètement barjot. Mais à aucun moment je vais le prendre au sérieux et je vais me dire qu'il va le faire. C'est pas possible. Donc ici pour moi, je pense que sa petite amie n'en savait rien. Enfin j'espère en tout cas. La perquisition de la maison d'Aiden a permis de découvrir 8 couteaux de poche et un fourreau pour un couteau pliant. On pouvait alors croire à la thèse du meurtre sans préméditation jusqu'aux révélations de sa petite amie. Mais avec tous ces éléments, la préméditation n'est plus approuvée. Aiden Fucci est alors arrêté et accusé de meurtre au 2e degré. Le 25 mai 2021, son accusation de meurtre a été transformée en meurtre au 1er degré. Et malgré son jeune âge, à cause du caractère horrible du meurtre, il sera jugé comme un adulte. Aiden assiste à une audience préliminaire le 1er septembre 2021 à la prison du comté de Duval. Il semble effrayé et regarde autour de lui dans la pièce. On peut le voir se balancer d'avant en arrière sur son siège, regarder autour de lui et marmonner. À un moment donné, on l'entend même parler de démons en disant les choses suivantes. « S'il vous plaît, ne laissez pas les démons prendre mon âme. Les démons vont m'enlever mon âme. » Puis il se ressaisit et dit « Pourquoi je suis ici ? Je veux juste parler à ma mère et mon père. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » L'avocat d'Aiden dépose une renonciation à un procès rapide et l'affaire est renvoyée au 28 octobre. Le 6 février 2023, Aiden Fucci plaide coupable de meurtre au 1er degré lors du 1er jour de son procès. Le juge Early Smith a posé une série de questions à Aiden. Il lui a notamment dit s'il avait besoin de plus de temps pour revenir sur sa décision. Mais il va refuser. Aiden a déclaré qu'il comprenait la décision et avait eu suffisamment de temps pour en parler avec ses parents et ses avocats. L'un des avocats d'Aiden a déclaré que plusieurs offres de défense avaient toutes été rejetées par l'État. La juge a noté qu'il s'agissait d'un accord de plaidoyer direct, ce qui signifie qu'il n'avait pas été négocié avec les procureurs. Le juge a également demandé à Aiden s'il était satisfait de la façon dont il était représenté devant le tribunal, et il a répondu que oui. Lors de son passage à la barre, la sœur de Tristine a fait quelque chose qui a choqué toute l'assemblée. Elle a amené avec elle un vase et des pierres bleues. Sans donner la moindre explication, elle a commencé à les mettre une par une dans le vase en les comptant. Personne ne comprenait pourquoi elle faisait ça. Mais après un long moment, elle est arrivée au compte de 114, puis elle s'arrêta. Elle expliqua que c'était exactement le nombre de coups de couteau qu'avait reçu sa sœur. Cela glaça le sang de toutes les personnes présentes au procès. En effet, on comprend alors qu'il a fallu énormément de temps à l'assassin pour tuer Tristine, et qu'il a certainement continué après sa mort. Après tous les témoignages, le verdict tombe sans surprise. Le 24 mars 2023, Aiden est condamné à la prison à vie. Après sa condamnation, il a été transféré à l'établissement correctionnel de Suwannee Live Oak pour purger sa peine. Il est loin d'être un détenu modèle. Il s'adonne à la contrebande, il est violent avec les surveillants et est très souvent impliqué dans les bagarres. Aiden sait qu'il restera toute sa vie en prison. Il a décidé de ne pas se remettre en question et continue d'avoir un comportement violent. Quant à sa mère Crystal, elle a été arrêtée et accusée de falsification de preuves le 5 juin 2021. Elle a été libérée environ 90 minutes plus tard après avoir déposé une caution de 25 000 $. Elle a plaidé non coupable le 23 juillet 2021 et son procès devrait se tenir en avril 2023. Les parents d'Aiden ont toujours soutenu leur fils, et ce malgré toutes les preuves qu'il y avait contre lui. Ils ont tout fait pour qu'il ne soit pas reconnu coupable. Ils ont menti aux enquêteurs et ils ont même essayé de dissimuler des preuves. Ici, on voit l'amour inconditionnel des parents envers leur enfant, même lorsqu'ils ont commis des actes atroces. Et c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure et qu'elle est très intéressante. Est-ce que vous auriez fait la même chose ou au contraire, vous auriez été contre votre fils ?
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux. Depuis la mort de Tristan Bailey et la condamnation d'Aiden, la frustration est grande, surtout pour la famille de la pauvre jeune fille. On dit parfois que certains drames auraient pu être évités, mais dans celui-ci, il est certain que si les amis d'Aiden, et surtout sa petite amie, avaient parlé, la tragédie de Tristan aurait été évitée. Les parents de Tristan n'avaient aucune idée qu'elle sortait de la maison sans les prévenir. Elle était pourtant géolocalisée avec plusieurs applications, et malgré ce contrôle de la famille, elle n'a pas empêché la jeune femme de faire de mauvaises rencontres. Il est souvent difficile de trouver le juste milieu dans l'éducation des enfants. On peut vouloir les protéger au risque de les étouffer, et on peut leur faire confiance et les laisser vivre leur propre expérience. Mais cette affaire doit servir de mise en garde à tous les parents. Ainsi se termine l'affaire Tristan Bailey. Elle est d'une tristesse inouïe. Tout va s'arrêter du jour au lendemain, et ce par la faute d'une seule personne. Aiden qui va lui arracher la vie de la pire des manières, avec 114 coups de couteau. C'est dire à quel point le meurtre était horrible. Mskina la pauvre Tristan, qu'elle puisse reposer en paix. J'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Concernant Aiden, pourquoi il est allé jusqu'à commettre de telles horreurs. J'aimerais avoir votre point de vue sur sa santé mentale. Si pour vous ça a clairement joué ou s'il était totalement conscient de ses actes. Et aussi dans l'affaire, on a pu voir qu'il y avait des choses sataniques le concernant. Des dessins, des choses un peu sombres, effrayantes. Moi j'ai l'impression que tout ça a été calculé. Qu'il est tombé tellement bas avec un mélange de pensées obscures qu'il finira par tuer. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Il est temps pour moi de vous laisser. Merci à vous pour votre présence et normalement on est plus de 50 000 abonnés quand cette vidéo sortira. Merci infiniment, ça me fait trop plaisir. 50 000, c'est énorme. Je suis heureux de voir 50 000 personnes ici qui ont aimé la façon dont je raconte ces histoires, ma façon d'être, mon franc-parler, ça me fait énormément plaisir. Bienvenue dans la famille et encore une fois, et je le dis très souvent, mais c'est que le début d'une très grande aventure. Et si t'es encore là mon petit fourbe, viens me dire sur Instagram, histoire de discuter un petit peu avec moi, quel est ton plat préféré du moment? Ouais, parce que moi, j'ai des plats préférés du moment. Pendant un certain temps, ça va être des lasagnes, peut-être kebab, je sais pas, mais je suis tellement un amoureux de la bouffe que moi ça change souvent, tu vois. T'as juste à venir sur mon Instagram Mogota-sama, tu m'envoies un petit message et on discute ensemble tranquillou. Et tu me dis surtout quel est ton plat préféré. Bref, il est temps pour moi de me téléporter. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.